Docteur millionnaire, je sais comment guérir votre fils, dit le garçon autiste qui l'avait humilié. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Étienne Moreau ajusta le microscope électronique pour la 3e fois ce matin-là. Ses doigts, habituellement fermes et précis, tremblaient légèrement pendant qu'il focalisait sur les échantillons de tissu neural. Le silence du laboratoire privé dans son manoir n'était brisé que par le léger bourdonnement des équipements de pointe qui l'entouraient. Sur l'écran de l'ordinateur à côté, des dizaines d'onglets ouverts affichaient des articles scientifiques en différentes langues, tous liés à des maladies neurodégénératives rares. Il y a 3 mois, son fils Thomas, 15 ans, avait commencé à présenter des symptômes inexplicables. D'abord de petits trous de mémoire, puis des tremblements occasionnels des mains, et maintenant, une difficulté progressive de coordination motrice. Pour n'importe quel autre père, cela aurait déjà été dévastateur. Pour Étienne, l'un des neuroscientifiques les plus respectés du pays, c'était une torture particulière qui le consumait jour après jour. « Papa !» La voix de Thomas résonna dans le couloir. Étienne minimisa rapidement les fenêtres de l'ordinateur et respira profondément, composant son expression avant de répondre. « Ici, dans le laboratoire, fils. » Thomas apparut à la porte, s'appuyant discrètement sur le chambranle. Ses yeux verts, identiques à ceux de sa mère, brillaient avec une intensité qui contrastait avec son apparence de plus en plus fragile. « Tu as promis qu'aujourd'hui nous jouerions à ce nouveau jeu en ligne dont je t'ai parlé, tu te souviens ?» Étienne consulta sa montre. Il avait encore perdu la notion du temps, plongé dans ses recherches interminables. « Bien sûr, donne-moi juste quelques minutes pour organiser tout ça. » « D'accord, papa. » Thomas sourit, mais Étienne remarqua le léger tremblement de sa main droite que le garçon essayait de dissimuler. « Je serai dans ma chambre. » Dès que Thomas sortit, Étienne s'affaissa dans son fauteuil, passant ses mains sur son visage fatigué. Les cernes profondes et la barbe naissante trahissaient des nuits mal dormies. Sur le mur en face de lui, une impressionnante séquence de diplômes et certificats semblait se moquer de son impuissance actuelle. À quoi servaient tous ces titres s'il ne parvenait pas à diagnostiquer son propre fils? Son téléphone vibra, encore un message de l'hôpital Saint-Louis, où il maintenait toujours son cabinet de consultation, même si ses visites étaient devenues de plus en plus rares. Il ignora la notification. Ces derniers mois, sa vie professionnelle s'était transformée en une performance élaborée. Il continuait à répondre aux consultations en ligne, participait à distance à des congrès et maintenait sa réputation intacte. Mais sa véritable bataille se déroulait là, dans ce laboratoire privé, où il passait des heures interminables à chercher des réponses qui s'obstinaient à ne pas apparaître. Le répondeur électronique clignotait, indiquant un nouveau message. C'était la voix de son ex-femme, Hélène. « Étienne, nous devons parler de Thomas. Il m'a dit que tu as annulé la consultation avec le docteur Dubois à Lyon. Tu ne peux pas prendre ces décisions seul. Nous avions convenu que... » Étienne éteignit brusquement l'appareil. Docteur Dubois, un de plus dans la liste interminable de spécialistes qui ne parvenaient pas à voir au-delà de l'évidence. Tous, avec leur diagnostic prêt et leurs certitudes superficielles, ne comprenaient pas la complexité du cas. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui échappait aux examens conventionnels. Il se leva, organisant mécaniquement les lames sur la paillasse. Par la fenêtre du laboratoire, il observa le jardin impeccable du manoir, entretenu par une équipe de jardiniers qu'il voyait à peine. Tout dans sa vie avait été construit sur la précision, le contrôle, la recherche incessante de l'excellence. Maintenant, pour la première fois, il se sentait complètement perdu. Un son métallique le fit sursauter. C'était simplement l'une des machines d'analyse terminant un autre cycle de tests. Les résultats seraient les mêmes que d'habitude. Il le savait. Négatif, non concluant, frustrant. Son esprit vagabonda vers la dernière conférence internationale à laquelle il avait participé en personne, il y a presque 1 an. À cette occasion, il avait ridiculisé publiquement une théorie non conventionnelle sur les modèles atypiques de dégénérescence neurale. Maintenant, ces mêmes idées qu'il avait rejetées avec tant de conviction revenaient le hanter. « Monsieur Moreau ?» La voix de Marie, la gouvernante, interrompit ses pensées. « Le dîner est servi, et le jeune Thomas vous attend pour le jeu. » Étienne acquiesça, essayant de sourire.
Dites-lui que j'arrive tout de suite. » En rangeant les échantillons, son regard s'arrêta sur une vieille photo sur la table, lui et Thomas, il y a quelques années, souriant lors d'un voyage à Disneyland Paris. L'image semblait appartenir à une autre vie, une époque où il croyait encore avoir toutes les réponses. Maintenant, chaque jour apportait plus de questions, et le poids de sa propre réputation commençait à étouffer toute possibilité de penser en dehors des cadres établis. L'hôpital Saint-Louis bouillonnait de sa routine habituelle lorsqu'Étienne franchit ses portes principales pour la première fois depuis des semaines. L'odeur caractéristique d'antiseptique et le bourdonnement constant des couloirs provoquèrent une étrange sensation de familiarité et d'inconfort. Quelques internes le saluèrent respectueusement à distance, tandis que des infirmières pressées remarquaient à peine sa présence. Il n'était pas là par choix. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion extraordinaire et son absence aurait pu soulever des questions indésirables. Alors qu'il marchait vers l'ascenseur, son esprit vagabondait vers les examens de Thomas qu'il avait analysés pendant la nuit. Le garçon dormait quand il avait quitté la maison, après une autre nuit de jeux en ligne, une des rares activités qui arrachait encore des sourires sincères à son fils. L'ascenseur s'arrêta au 3e étage et une infirmière entra précipitamment, portant une pile de dossiers médicaux. Étienne la reconnut vaguement. Elle était nouvelle à l'hôpital, arrivée il y a quelques semaines. Anne ou Amélie, il n'était pas sûr. À côté d'elle, un garçon mince d'environ 12 ans la suivait, les yeux fixés sur une tablette. « Bonjour, docteur Moreau », l'infirmière le salua, ajustant les dossiers. « Mathieu, mon fils, fait attention de ne pas bousculer le docteur. » Le garçon ne leva pas les yeux de sa tablette, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Étienne remarqua qu'il portait des écouteurs et semblait complètement absorbé par son activité. Quelque chose chez le garçon attira son attention. Peut-être l'intensité de sa concentration ou la façon dont ses doigts se déplaçaient avec une précision millimétrique sur l'écran. L'ascenseur s'arrêta de nouveau et plus de personnes entrèrent. Le garçon, Mathieu, se contracta immédiatement, se rapprochant de sa mère. Étienne observa quand il augmenta le volume de ses écouteurs, ses yeux toujours fixés sur l'écran de la tablette. Pendant un moment, il put apercevoir ce que le garçon faisait. Ce n'était pas des jeux ou des vidéos comme il s'y attendait, mais ce qui semblait être un article scientifique en anglais. Docteur Moreau, la voix du docteur Théroux, directeur du département de neurologie, le ramena à la réalité. L'ascenseur était arrivé au 6e étage et les gens commençaient à sortir. « Nous parlions justement de vous. Vous avez 1 minute. » Étienne acquiesça mécaniquement, mais ses yeux suivaient encore le garçon et sa mère, qui se dirigeaient maintenant vers le service des soins infirmiers. Il y avait quelque chose d'intriguant dans cette scène qu'il n'arrivait pas à définir exactement. « Étienne » Théroux insista, sa voix trahissant une légère impatience. « Désolé, Jacques. Oui, bien sûr. » Étienne se força à se concentrer sur son collègue. « À propos de quoi vouliez-vous me parler ?» Tandis que Théroux commençait à discourir sur de nouveaux protocoles de recherche et la nécessité de sa présence plus constante à l'hôpital, Étienne n'arrivait pas à éloigner complètement ses pensées de cette brève scène dans l'ascenseur. Quelque chose dans le comportement du garçon, dans la façon dont il traitait l'information, avait éveillé sa curiosité scientifique d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. La réunion du conseil se déroula comme prévu, discussion sur les budgets, nouveaux projets de recherche et les inévitables politiques institutionnelles. Étienne y participa minimalement, offrant des opinions techniques quand on le lui demandait, mais son esprit vagabondait constamment. Entre une présentation et une autre, il chercha discrètement sur son téléphone des informations sur la nouvelle infirmière, Amélie Laurent, transférée d'un hôpital public de banlieue, mère célibataire d'un fils autiste. À la fin de la réunion, alors que les autres médecins se dispersaient en discutant de banalités, Étienne se retrouva à marcher vers le service infirmier. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais quelque chose le poussait à en apprendre plus sur ce garçon qui lisait des articles scientifiques en anglais, avec la même aisance que d'autres enfants jouaient aux jeux vidéo. C'est alors qu'il entendit une discussion animée provenant d'une des salles de consultation. La voix d'un médecin interne sonnait irritée. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, votre fils ne peut pas interférer dans les consultations. C'est un hôpital, pas une école. Il a simplement signalé une possible interaction. Médicamenteuse qui,
La voix d'Amélie fut interrompue. C'est un enfant. Il n'a pas les qualifications pour... Étienne s'arrêta devant la porte entr'ouverte, observant la scène qui se déroulait. Mathieu était assis dans un coin, toujours, avec ses écouteurs. Mais ses yeux étaient maintenant fixés sur un point distant du mur, ses mains se déplaçant dans un schéma répétitif. Sur une table proche, sa tablette affichait un article de Nature Neurosciences. L'ambiance dans la salle de consultation était chargée lorsqu'Étienne décida d'intervenir. Son prestige à l'hôpital était suffisant pour que sa simple présence cause un impact immédiat. L'interne pâlit en le reconnaissant, tandis qu'Amélie Laurent se redressa, se plaçant instinctivement entre son fils et la porte. « Docteur Renard », Étienne s'adressa à l'interne avec un calme étudié, « pourriez-vous m'expliquer quelle est la situation ?» Le jeune médecin s'éclaircit la gorge, ajustant nerveusement sa blouse. « Docteur Moreau, j'expliquais simplement à l'infirmière Laurent que son fils ne peut pas interférer dans les consultations. Il a remis en question une prescription que j'ai faite pour un patient atteint du syndrome de Guillain-Barré. Et il avait raison. » Mathieu interrompit soudainement, sa voix monotone mais précise. Toujours sans établir de contact visuel avec personne, il continua. L'article publié dans le Journal of Neurology du mois dernier indique que la combinaison de ces médicaments peut potentialiser les effets secondaires chez les patients ayant des antécédents de dysfonctionnement hépatique, comme c'est le cas de M. Martin. Un silence pesant tomba sur la salle. Étienne observa le garçon avec un intérêt croissant. Mathieu se balançait maintenant légèrement d'avant en arrière, ses doigts tapotant selon un schéma spécifique sur son genou, mais son argumentation avait été impeccable. « Mathieu !» Amélie toucha doucement l'épaule de son fils. « Ce n'est pas le moment. » « En fait, Étienne intervint, j'aimerais en entendre davantage. Mathieu, pourrais-tu me montrer cet article ?» Le garçon hésita un moment, puis tendit sa tablette. Sur l'écran, Étienne reconnut immédiatement la revue. C'était une publication récente qu'il n'avait pas encore eu le temps de lire lui-même. Les annotations dans les marges du PDF révélaient un niveau de compréhension qui allait bien au-delà de la simple mémorisation. « Impressionnant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Se tournant vers l'interne, qui semblait de plus en plus mal à l'aise, il ajouta « Docteur Renard, je suggère que vous révisiez la prescription de M. Martin. Et la prochaine. Voire il serait peut-être prudent d'écouter avant de rejeter une observation quelle que soit sa source. » L'interne acquiesça rigidement et quitta la salle, laissant un sillage de gêne dans l'air. Amélie poussa un soupir de soulagement, mais son expression restait tendue. « Docteur Moreau, je vous remercie pour votre intervention, mais je dois clarifier. »« Quelque chose, » dit-elle. Sa voix ferme malgré le nervosisme évident. Mathieu est extrêmement dévoué à l'étude des neurosciences. Je sais que cela peut sembler inhabituel, mais depuis combien de temps étudie-t-il ? Étienne interrompit, sa curiosité scientifique complètement éveillée. Depuis l'âge de 7 ans, Mathieu répondit, toujours sans regarder directement qui que ce soit. J'ai commencé après avoir lu un article sur la plasticité neurale chez les rats. Mais les rats ne m'intéressent pas autant que les humains. Les humains sont plus complexes, plus de variables à analyser. Étienne sentit un frisson parcourir son échine. La façon dont le garçon parlait de variables et d'analyse rappelait sa propre obsession pour la précision scientifique. Mais il y avait quelque chose de plus ici, une perspective unique, libre des contraintes de la pensée médicale conventionnelle. « Et comment as-tu accès à tous ces articles ?» demanda-t-il, remarquant que beaucoup des publications sur la tablette étaient à accès restreint. « Internet », Mathieu répondit simplement. « Il existe des moyens de contourner les restrictions. Ce n'est pas difficile quand on comprend les modèles. » Amélie semblait sur le point de s'évanouir. « Mathieu, mon fils, je ne pense pas que nous devrions. »« Fascinant », murmura Étienne, son esprit s'accélérant avec des possibilités. « Mathieu, as-tu déjà été en contact avec des cas de maladies neurodégénératives rares ?» Le garçon regarda finalement dans sa direction, bien que son regard se fixât plus sur le menton que sur les yeux d'Étienne. 73 cas documentés au cours des 2 dernières années. Je maintiens une base de données corrélant symptômes, traitements et résultats. La plupart des médecins suivent des protocoles trop rigides, ignorant les modèles atypiques qui pourraient. « Docteur Moreau ?» La voix de Théroux retentit depuis la porte, interrompant la conversation. « Le comité médical attend votre avis sur le cas. Dupont. »
Étienne acquiesça distraitement, son esprit encore en train de traiter ce qu'il venait de découvrir. Avant de sortir, il se tourna vers Amélie. « Madame Laurent, j'aimerais discuter davantage du travail de votre fils. Serait-il possible d'organiser une réunion ?» Amélie hésita, regardant Mathieu avec inquiétude. Le garçon avait reporté son attention sur sa tablette, apparemment indifférent à la conversation. « Nous pouvons nous adapter à ses besoins », Étienne ajouta rapidement, comprenant l'hésitation de la mère. « Le lieu, l'heure, les conditions, tout ce qui sera nécessaire pour qu'il se sente à l'aise. » À ce moment, son téléphone vibra. C'était un message de Thomas. « Papa, c'est arrivé encore. Le tremblement. Je n'arrive pas à tenir mon verre. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il regarda une fois de plus Mathieu, qui tapait furieusement sur sa tablette, et eut la forte intuition que cette rencontre n'était pas due au hasard. Thomas ajusta ses écouteurs et tapa un autre message dans le chat du jeu en ligne. L'écran, devant lui, clignotait avec les couleurs vibrantes de l'environnement virtuel, mais son attention était focalisée sur la fenêtre de conversation minimisée dans le coin inférieur droit. Là, sous le pseudonyme Neuroprime, il maintenait un dialogue qui durait depuis des semaines, avec quelqu'un qui s'identifiait simplement comme Cerveau-Mapper 12. Aujourd'hui, les tremblements ont empiré, tapa-t-il, ses mains luttant contre les spasmes involontaires. Mon père reste obsédé à chercher des réponses au mauvais endroit. La réponse vint presque instantanément. Les médecins cherchent toujours au mauvais endroit. Ils suivent des protocoles comme des robots. Ils ne voient pas les différents schémas. Thomas sourit amèrement. Son mystérieux interlocuteur avait une façon unique de voir les choses, une perspective qui l'intriguait et le réconfortait en même temps. Ces dernières semaines, ils avaient discuté de théories neurologiques avancées et de simples frustrations quotidiennes. Cerveau-Mapper 12 semblait comprendre autant l'isolement que la neuroscience. « Comment sais-tu tant de choses à ce sujet ?» demanda Thomas pas pour la première fois. « J'observe, j'étudie, je collecte des données. Les schémas sont toujours là, il faut juste regarder sous un angle différent. » De l'étage inférieur, Thomas pouvait entendre les pas inquiets de son père dans le laboratoire. Encore une nuit de recherche infructueuse, probablement. La distance entre eux semblait augmenter proportionnellement à l'aggravation de ses symptômes. « Parfois, je pense que mon père est plus préoccupé par sa réputation que par moi, » tapa-t-il, surpris par sa propre honnêteté. Il y eut une pause plus longue avant la réponse. Les adultes se perdent souvent dans leur propre certitude, surtout ceux qui sont considérés comme brillants. La peur d'avoir tort peut être paralysante. Thomas fronça les sourcils, intrigué par la maturité de cette observation. Quel âge as-tu? L'âge n'est qu'un nombre, comme la température, corporelle ou la pression artérielle. Ce qui importe, ce sont les schémas de comportement et de pensée. La réponse énigmatique fut interrompue par une nouvelle vague de tremblements. Thomas fit tomber la souris, qui chuta avec un bruit sourd sur la moquette. Frustré, il utilisa le clavier pour continuer la conversation. « Tu as mentionné l'autre jour quelque chose à propos d'une étude japonaise sur des cas atypiques. Pourrais-tu m'en dire plus ?»« Pas ici, ce n'est pas sûr. Trop d'yeux, trop de filtres. Je dois préserver mon identité. » Thomas sentit un frisson d'excitation. Ces dernières semaines, Cerveau-Mapper 12 avait démontré une connaissance impressionnante des conditions neurologiques rares, citant parfois des études que même son père ne semblait pas connaître. « Pourquoi tant de mystères ?» tapa-t-il, essayant de garder les mains stables. « Parce que les adultes n'écoutent pas les enfants. Pas vraiment, ils font semblant d'écouter, mais leurs esprits sont déjà fermés. Comme une synapse qui refuse de faire de nouvelles connexions. » La métaphore neurologique fit sourire Thomas. Son mystérieux ami avait une façon particulière d'exprimer des idées complexes à travers des analogies scientifiques. C'était comme si ses pensées furent interrompues par des coups à la porte. « Thomas, tu es réveillé ?»« Juste une minute, papa. » Rapidement, il tapa. « Je dois partir. Même heure demain ?»« Je serai là. » Et Thomas, « Tes tremblements. Il y a un schéma en eux. Continue à enregistrer les horaires et l'intensité. Les données sont importantes. » Thomas minimisa la fenêtre de chat au moment où son père entrait dans la chambre. Étienne semblait plus agité que d'habitude, ses yeux brillants d'une énergie que Thomas n'avait pas vue depuis des semaines. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, s'asseyant au bord du lit. « Comme d'habitude. »
Thomas mentit, cachant ses mains sous la couverture. Il ne voulait pas inquiéter davantage son père. Comment était l'hôpital? Étienne hésita un moment comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Intéressant, j'ai rencontré quelqu'un particulier, un garçon qui pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre ce qui t'arrive. Thomas sentit son cœur s'accélérer, mais garda une expression neutre. Quel genre de garçon? Quelqu'un avec une perspective unique sur la neurologie, différente de tout ce que j'ai vu. Étienne passa sa main dans ses cheveux grisonnants, un geste que Thomas reconnaissait comme un signe d'agitation mentale. Demain, je vais essayer d'organiser une réunion avec lui et sa mère. À ce moment, l'ordinateur émit un son doux. Un nouveau message dans le chat minimisé. Thomas pria pour que son père ne le remarque pas, mais Étienne était déjà absorbé dans ses propres pensées. « Repose-toi, fils. Demain pourrait être un jour important. » Quand la porte se ferma, Thomas vérifia rapidement le dernier message de Cerveau Mapper 12. Les schémas s'alignent. Bientôt, nos chemins vont se croiser dans le monde réel. Mais pour l'instant, garde notre secret. Certains adultes doivent apprendre à voir par eux-mêmes. Le petit appartement d'Amélie Laurent était exactement comme Étienne l'imaginait, modeste, organisé et adapté aux besoins sensoriels de Mathieu. Les lumières étaient douces, les sons extérieurs minimisés par des rideaux spéciaux. Et sur les murs, une impressionnante collection de diagrammes et cartes neurologiques s'étalait dans un motif qui, pour des yeux non entraînés, pourrait sembler chaotique. Mais Étienne reconnut immédiatement la logique derrière l'organisation. « Excusez la simplicité », dit Amélie, servant un café qu'Étienne accepta plus par courtoisie que par envie. Mathieu a insisté pour que la rencontre ait lieu ici. Il se sent plus en sécurité dans son environnement. Étienne acquiesça, ses yeux parcourant les diagrammes sur les murs. Certains étaient des extraits de publications scientifiques, d'autres des dessins faits à la main, d'une précision impressionnante. Il a fait tous ces schémas? La plupart, répondit Amélie, une touche de fierté dans sa voix. Mathieu a une mémoire photographique pour les modèles neurologiques. Parfois, il passe des heures à reproduire des images d'articles scientifiques, ajoutant ses propres observations dans les marges. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait interrompit la conversation. Mathieu entra dans la salle, portant sa tablette, inséparable, et un dossier épais. Sans établir de contact visuel, il s'assit sur sa chaise habituelle. Étienne remarqua qu'il y avait un petit cercle usé dans la moquette sous celle-ci, indiquant de longues heures d'utilisation. « Vous avez apporté les examens de votre fils ?» demanda Mathieu sans préambule. Étienne prit son dossier. « Oui, tous, mais d'abord j'aimerais mieux comprendre comment tu… » « Les examens d'abord. » Mathieu interrompit. « Je dois voir les schémas. » Amélie lança un regard d'excuse, mais Étienne fit un geste pour écarter les excuses. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans l'objectivité directe du garçon. Il remit le dossier et observa tandis que Mathieu organisait méthodiquement les examens sur la table basse, dans un ordre qui semblait n'avoir de sens que pour lui. « Intéressant, » murmura le garçon après quelques minutes. Les médecins ont cherché aux endroits évidents. Ils ont fait les tests standards. Ils ont suivi les protocoles. Il y avait une note de dédain dans sa voix. Mais ils n'ont pas vu l'évidence. Étienne se pencha en avant. Et quelle serait l'évidence? Mathieu se leva brusquement et marcha jusqu'à l'un des murs, pointant vers l'un de ses diagrammes. Ici, c'est une carte des voies neurologiques atypiques, basée sur une étude japonaise peu connue. Le docteur Tanaka et son équipe ont documenté des cas similaires à Osaka, mais leur travail a été ignoré par la communauté médicale occidentale. Étienne ressentit un malaise soudain. Docteur Tanaka. Hiroshi Tanaka. Oui, Mathieu confirma, toujours concentré sur le diagramme. Celui dont la théorie sur les schémas neurodégénératifs non conventionnels a été ridiculisée au Congrès international de neurologie de l'année dernière. Par vous, notamment. Le silence qui suivit fut pesant. Amélie semblait sur le point d'intervenir, mais Mathieu continua, sa voix gardant le même ton neutre. « Vous l'avez traité de charlatan. Vous avez dit que ces théories étaient absurdes et sans fondement scientifique. » C'était à la page 47 des actes du Congrès. Le docteur Tanaka a abandonné ses recherches après cela. Étienne sentit le café s'aigrir dans sa bouche. Le souvenir
De ce moment qui lui apportait auparavant une sensation de triomphe intellectuel, pesait maintenant comme du plomb dans sa conscience. « Comment as-tu eu accès à ces actes ?» réussit-il à demander. « Internet », répondit simplement Mathieu. « L'important n'est pas comment j'ai obtenu l'information, mais ce qu'elle signifie. Le docteur Tanaka avait raison. Et maintenant, votre fils présente exactement le schéma de symptômes qu'il a décrit. » Mathieu se tourna finalement pour faire face à Étienne, ses yeux fixés sur un point juste au-dessus de l'épaule du médecin. « Vous voulez mon aide ? D'abord, vous devez admettre que vous aviez tort, pas pour moi, mais pour vous-même. L'orgueil ne guérit personne. » Étienne eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais été confronté de manière aussi directe et précise, et le plus ironique, par un enfant qui pouvait à peine maintenir un contact visuel. « Mathieu !» Amélie intervint finalement. « Nous ne pouvons pas parler ainsi au docteur Moreau. Il est… » « Non !» Étienne l'interrompit, sa voix rauque. « Il a raison. J'avais tort à propos de Tanaka, à propos de beaucoup de choses. » Il se tourna vers Mathieu. « Que sais-tu d'autre sur son étude ?» Mathieu prit sa tablette. « J'ai l'article original en japonais. Et plus important, j'ai les données qu'il n'a pas publiées, des données qui pourraient aider votre fils. » Thomas observait l'écran de l'ordinateur avec une anxiété croissante. Cela faisait presque une heure que Servomapper 12 ne répondait pas à ses messages, ce qui était inhabituel pour son mystérieux ami virtuel. La fenêtre du jeu restait ouverte, mais il prêtait à peine attention aux autres joueurs. Son père était parti tôt ce matin-là, mentionnant une réunion importante. Thomas avait remarqué quelque chose de différent dans son expression, un mélange d'espoir et d'appréhension qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Mais ce qui l'intriguait vraiment, c'était le silence soudain de Servomapper 12. Un son, d'où indiqua un nouveau message. « Désolé pour le retard, j'étais occupé avec un visiteur important. » Thomas sentit ses mains trembler légèrement tandis qu'il tapait. « Pas de problème. As-tu pu analyser les données que je t'ai envoyées ? Sur les tremblements ? » « Oui. Comme je le soupçonnais, il existe un schéma clair. Les épisodes les plus intenses coïncident avec des pics d'activité neurale spécifiques. Ton père devrait observer cela. » Thomas fronça les sourcils. Ce n'était pas la première fois que Servomapper 12 mentionnait son père d'une manière qui suggérait une connaissance personnelle. « Comment sais-tu tant de choses sur la neurologie et pourquoi ne me dis-tu jamais ton vrai nom ?» La réponse mit quelques secondes à arriver. Les noms sont des étiquettes que les gens utilisent pour créer des attentes et des préjugés. Sur Internet, je peux être jugé uniquement par ce que je pense et ce que je sais. Mais tu sembles aussi jeune que moi. L'âge est une autre étiquette. Einstein a publié sa théorie de la relativité à 26 ans. Mozart a composé ses premières symphonies à 8 ans. Le cerveau ne suit pas les conventions sociales d'âge. Thomas sourit. Il y avait quelque chose de familier dans cette façon d'argumenter, mais il n'arrivait pas à identifier exactement quoi. Avant qu'il puisse répondre, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Son père était revenu. « Je dois partir », tapa-t-il rapidement. « Mon père est arrivé. »« Je sais. » La réponse énigmatique fit figer Thomas. « Bientôt tout aura un sens. Fais confiance au processus. » La fenêtre du chat fut fermée avant que Thomas puisse questionner ce dernier message. Des pas dans l'escalier indiquaient que son père approchait. Quand Étienne entra dans la chambre, son expression était différente de tout ce que Thomas avait vu auparavant. « Fils, » commença-t-il, s'asseyant au bord du lit, « nous devons parler. J'ai rencontré quelqu'un qui peut réellement nous aider à comprendre ce qui t'arrive. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. « Qui ?»« Un garçon extraordinaire. Il a une compréhension de la neurologie qui… » Étienne s'arrêta, comme s'il cherchait les mots justes. « Disons qu'il m'a fait voir les choses d'une perspective complètement nouvelle. »« Comment s'appelle-t-il » demanda Thomas, essayant de garder une voix désinvolte. « Mathieu. C'est le fils d'une infirmière de l'hôpital. Il est autiste, mais possède une capacité analytique impressionnante. » Étienne hésita à nouveau. « Il a trouvé une étude que nous avons tous ignorée, un travail que j'ai moi-même, enfin que j'ai injustement écarté dans le passé. » Thomas sentit une vague de compréhension commencer à se former dans son esprit. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Papa, dit-il lentement, je crois que je connais déjà Mathieu. »
Étienne le regarda, surpris. « Comment ça ?» Thomas tourna l'écran de l'ordinateur, montrant la fenêtre du jeu. « Je pense qu'il est cerveau Mapper 12. Nous discutons en ligne depuis des semaines. Il m'a aidé à comprendre mes symptômes, me demandant d'enregistrer des schémas et... » L'expression d'Étienne passa de la surprise à quelque chose de plus complexe, un mélange d'admiration et d'humilité. Alors il nous aidait déjà tout ce temps, sans que nous le sachions. Il a dit que certains adultes devaient apprendre à voir par eux-mêmes, cita Thomas, se souvenant des paroles de son ami virtuel. Étienne laissa échapper un rire court, presque amer. Et il avait raison, complètement raison. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Demain, nous allons commencer un nouveau protocole de traitement, basé sur les découvertes du docteur Tanaka. Mathieu a adapté certains aspects, en tenant compte de tes spécificités. « Ça va marcher ?» demanda Thomas, sa voix trahissant un mélange d'espoir et de peur. « Honnêtement, je ne sais pas. Mais pour la première fois depuis des mois, je sens que nous regardons dans la bonne direction. » Étienne se retourna vers son fils. Et tout cela parce qu'un garçon de 12 ans a eu le courage de me montrer à quel point j'avais tort. Le bureau du docteur Théroux semblait plus petit que d'habitude, rempli par la tension qui émanait des personnes présentes. Étienne se tenait debout près de la fenêtre, tandis que Mathieu organisait méthodiquement une série de documents sur la table. Amélie restait proche de son fils, sa posture révélant un mélange de fierté et d'appréhension. « C'est complètement irrégulier », déclara Théroux, ses yeux alternant entre les papiers devant lui et le garçon qui les avait apportés. « Docteur Moreau, vous ne pouvez pas sérieusement envisager d'implémenter un protocole expérimental basé sur les théories de Tanaka, et encore moins une version modifiée par un enfant. » « Mathieu n'est pas juste un enfant, » répondit Étienne, sa voix calme mais ferme. « Il a identifié des schémas que nous avons tous ignorés, des corrélations qui ont du sens quand on se permet de regarder au-delà des protocoles établis. Les corrélations ne sont pas des causalités, » rétorqua Théroux, citant l'un des principes fondamentaux de la recherche médicale. « Et vous, plus que quiconque, devriez le savoir. Ou avez-vous oublié tout ce que vous avez toujours défendu au cours de votre carrière ?» Mathieu, qui jusque-là semblait absorbé par ces documents, intervint sans lever les yeux. Le docteur Théroux a peur. Pardon? Théroux se tourna brusquement vers le garçon. Peur. Votre langage corporel indique un malaise extrême. Pupilles dilatées, micro-sudation sur le front, doigts tapotant sur la table dans un schéma classique d'anxiété. Mathieu continuait d'organiser les papiers tout en parlant. Mais ce n'est pas la peur d'avoir tort, c'est la peur que j'ai raison. Amélie posa une main protectrice sur l'épaule de son fils, mais Mathieu poursuivit. Il y a 3 ans, vous avez ignoré les symptômes atypiques d'un patient nommé Robert Dubois. Vous avez insisté sur le protocole standard, même lorsque les signes indiquaient une présentation non conventionnelle de la maladie. Le résultat est documenté, à la page 147 du dossier. Le visage de Théroux pâlit visiblement. Étienne sentit un frisson parcourir son échine. Il ne connaissait pas ce cas, mais la réaction de son collègue confirmait la précision de l'information. « Comment as-tu eu accès à ces dossiers ?» demanda Théroux, sa voix tremblant légèrement. « Les schémas sont toujours visibles pour qui sait où chercher », répondit Mathieu énigmatiquement. L'important était que le cas de Thomas présente des similitudes significatives avec celui de M. Dubois. La différence est que maintenant, nous avons une chance de faire différemment. Étienne s'approcha de la table, étalant quelques examens récents de Thomas. « Jacques, regarde ceci attentivement. Les marqueurs que Mathieu a identifiés, quand on les corrèle avec les données de l'étude de Tanaka... » « Assez !» Théroux se leva brusquement. « C'est absurde. Je vais porter ce cas devant le Conseil d'éthique. Je ne peux pas permettre que l'hôpital Saint-Louis s'associe à des pratiques aussi discutables. » En fait, une nouvelle voix retentit depuis la porte. « Vous n'allez pas faire ça. » Tous se tournèrent pour voir le docteur Guillaume Lemaire, directeur général de l'hôpital, debout à l'entrée. Son visage normalement jovial était sérieux. « Guillaume, » commença Théroux, « tu ne peux pas envisager... » « J'ai passé la nuit à analyser la documentation que le docteur Moreau m'a envoyée, » interrompit Guillaume entrant dans la salle. « Et j'ai également fait quelques appels intéressants à Osaka. » Il se tourna vers Mathieu avec un sourire doux. « Impressionnant travail de recherche, jeune homme. » Mathieu se contenta d'acquiescer brièvement, reportant son attention sur ses papiers. Guillaume continua.
Le cas de M. Dubois n'aurait jamais dû être dissimulé, Théroux. Et tu le sais. Maintenant, nous avons une opportunité de faire ce qui est juste. Mais les protocoles... Théroux tenta d'argumenter. Les protocoles existent pour nous guider, pas pour nous aveugler, répondit Guillaume. Et parfois, nous avons besoin d'yeux neufs, ou mieux d'esprits neufs, pour nous montrer ce que nous laissons passer. Étienne observa la résistance de Théroux commencer à faiblir. La peur dans ses yeux cédait la place à quelque chose de différent, peut-être la même humilité qu'il avait lui-même été forcé de trouver. « Que proposez-vous exactement » demanda finalement Théroux. Mathieu se leva, prenant sa tablette. Sur l'écran, un diagramme complexe de voies neurologiques pulsait en couleur vive. « Je vais vous montrer. Mais d'abord, je dois que tous comprennent. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort. Il s'agit de sauver quelqu'un qui peut encore être sauvé. » Le laboratoire privé d'Étienne était méconnaissable. Les équipements de pointe partageaient l'espace avec des diagrammes et des notes manuscrites de Mathieu, qui avait insisté pour recréer son environnement de travail ici. Amélie observait de loin tandis que son fils et Étienne travaillaient en harmonie surprenante, communiquant à travers un langage propre de codes et références scientifiques. Thomas, assis dans un fauteuil adapté, assistait à tout cela avec un mélange de fascination et d'appréhension. C'était étrange de voir son ami virtuel matérialisé là, se déplaçant dans le laboratoire avec la même précision avec laquelle il naviguait parmi les données en ligne. Les niveaux se stabilisent, annonça Mathieu, analysant les derniers résultats. Le protocole modifié fonctionne exactement comme prévu dans les modèles informatiques. Étienne acquiesça, vérifiant les moniteurs. La réponse neurale suit le schéma que tu as identifié dans l'étude de Tanaka. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire, corrigea Mathieu, sans quitter des yeux les lectures. C'est logique. Les schémas ont toujours été là. Vous n'étiez simplement pas programmé pour les reconnaître. Amélie s'approcha, offrant de l'eau à Thomas. « Comment te sens-tu, mon cher ?»« Mieux, » répondit Thomas, fléchissant ses doigts avec plus de facilité que ces dernières semaines. Les tremblements ont beaucoup diminué depuis que nous avons commencé le nouveau traitement. Mathieu continuait à taper sur sa tablette, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres, une expression rare qui n'échappa pas à Amélie. Elle connaissait bien ce sourire. C'était le même que son fils affichait lorsqu'il résolvait un problème particulièrement complexe. « Mathieu » appela Étienne, sa voix plus douce que d'habitude. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. Comment as-tu découvert le cas de Robert Dubois ? Ces dossiers étaient supposés être confidentiels. » Le garçon cessa de taper un moment. L'hôpital a un système de sécurité numérique dépassé. Les mots de passe suivent des schémas prévisibles. C'est ainsi que j'ai découvert votre erreur aussi. Un silence pesant tomba sur le laboratoire. Thomas se redressa dans son fauteuil, sentant la tension soudaine dans l'air. « Mon erreur ?» demanda Étienne, bien que son ton suggérât qu'il connaissait déjà la réponse. Cas Marine Bertrand 2019. Symptômes neurologiques atypiques, ignorés parce qu'ils ne correspondaient pas à votre modèle de diagnostic de l'époque. Le rapport a été modifié par la suite pour omettre vos décisions initiales. Amélie fit un pas en avant, préoccupée par la tournure de la conversation, mais Mathieu continua. « Je ne juge pas. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Le problème survient quand nous refusons d'en tirer des leçons. » Étienne s'appuya lourdement sur sa table. Le cas Marine Bertrand avait été enterré au fond de sa mémoire, avec d'autres décisions dont il n'était pas fier. Comment arrives-tu à gérer toute cette connaissance, Mathieu, avec toute cette vérité ? La vérité n'a pas de poids, répondit Mathieu, regardant finalement en direction d'Étienne, bien que pas directement dans ses yeux. Ce qui pèse, c'est faire semblant qu'elle n'existe pas. Thomas observait l'interaction avec une compréhension croissante. C'était pour cela que Cerveau-Mapper 12 avait toujours semblé en savoir autant sur son cas, sur son père, sur tout. Mathieu n'étudiait pas seulement sa condition, il déterrait toute une histoire de cas similaires qui avaient été ignorés ou dissimulés par le système médical. « Pourquoi as-tu décidé de m'aider » demanda soudainement Thomas. « Dès le début, dans le jeu en ligne ?» Mathieu se tourna vers sa tablette, mais sa voix était chargée d'une émotion inhabituelle. « Parce que tu as été le premier à vraiment discuter avec moi, pas à propos. De ma condition, pas à propos de mes capacités. Juste discuter, comme un ami.
Amélie sentit ses yeux se remplir de larmes. Son fils, qui avait toujours eu des difficultés à former des connexions sociales, avait trouvé une amitié véritable à l'endroit le plus inattendu. « Et maintenant ?» demanda Étienne, sa voix trahissant une vulnérabilité rare. « Que faisons-nous avec toutes ces vérités que tu as découvertes ?» Mathieu leva les yeux de sa tablette, son regard fixé sur un point entre toutes les personnes présentes. Maintenant vient la partie la plus difficile, parce qu'il ne suffit pas de guérir Thomas. Le système entier est malade, et parfois, pour guérir un système, nous devons d'abord admettre qu'il a besoin d'aide. La salle de réunion du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Louis était comble. Le brouhaha cessa. Lorsque le docteur Guillaume Lemaire ouvrit la session extraordinaire, son visage révélant la gravité du moment. À ses côtés, Étienne maintenait une expression neutre, bien que ses mains cachées sous la table trahissaient sa tension. « Comme vous le savez tous, » commença Guillaume, « nous avons été convoqués pour discuter du protocole expérimental que le docteur Moreau conduit avec son fils Thomas. Un protocole basé sur des recherches non conventionnelles. » « Non conventionnelles est un euphémisme, » interrompit la docteure Sophie Valdez, directrice du département de recherche. « Nous parlons d'un traitement développé par un enfant autiste basé sur une étude discréditée. Cela pourrait détruire la réputation de cet hôpital. » Étienne sentit sa mâchoire se crisper, mais avant qu'il puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit. Amélie Laurent entra, suivie par Mathieu, qui portait sa tablette et un dossier épais. Le garçon ignora les regards surpris et hostiles, marchant directement jusqu'au centre de la salle. « Mathieu ne devrait pas être ici, » protesta Théroux. « C'est une réunion du conseil. »« Mathieu a tout à fait le droit d'être ici, » répondit fermement Guillaume, particulièrement compte tenu de ce qu'il a découvert dans notre base de données. Un silence tendu tomba sur la salle. Mathieu commença à connecter sa tablette au projecteur, ses mouvements méthodiques et précis contrastant avec l'atmosphère, chargée. Au cours des 5 dernières années, commença Mathieu, sa voix monotone mais claire, l'hôpital Saint-Louis a enregistré 47 cas de conditions neurologiques atypiques qui ne correspondaient pas au protocole standard. Parmi ces cas, 32 ont vu leur dossier modifié pour omettre des incohérences diagnostiques. Des images commencèrent à apparaître à l'écran, dossiers médicaux, rapports, documents internes. Certains membres du conseil commencèrent à s'agiter inconfortablement dans leur fauteuil. « C'est une violation de la confidentialité, » protesta Théroux. « Il a piraté notre système. »« Non, » corrigea Mathieu, toujours concentré sur ses données. « C'est votre système qui est programmé pour cacher la vérité. J'ai simplement retiré les couches d'occultation. » Étienne observa le visage de ses collègues, passer de l'indignation à la peur, à mesure que Mathieu présentait preuve après preuve de cas mal gérés, de diagnostics ignorés et de traitements inadéquats. Le cas de Thomas, continua Mathieu, n'est pas unique. C'est simplement le premier où quelqu'un a décidé d'écouter une voix différente. Une voix qui ne suit pas les protocoles établis parce qu'elle voit des schémas que vous avez été formés à ignorer. Amélie posa une main protectrice sur l'épaule de son fils, mais ses yeux révélèrent de la fierté. Mathieu avait passé des nuits à préparer cette présentation, organisant des données et construisant des connexions que personne d'autre n'avait perçues. « Et les résultats ?» encouragea Guillaume. « Montre-leur les résultats de Thomas. » De nouveaux graphiques apparurent à l'écran, montrant l'évolution du traitement. Les chiffres étaient impressionnants. Réduction significative des tremblements, amélioration de la coordination motrice, stabilisation des schémas neurologiques qui semblaient auparavant chaotiques. « C'est impossible, » murmura la docteure Valdez, se penchant en avant pour mieux examiner les données. « Non, docteur, » répondit Mathieu, regardant pour la première fois en direction du conseil, bien que son regard restât fixé sur un point au-dessus des têtes. « Impossible est de continuer à ignorer ce qui est devant vous. Impossible est de permettre à plus de patients de souffrir, parce que leurs médecins ont peur d'admettre qu'il existe des réponses au-delà des livres. » Étienne perçut un changement subtil dans la salle. La peur et l'indignation initiale commençaient à céder la place à quelque chose de différent. Un mélange d'admiration et de honte. Ce garçon de 12 ans les forçait tous à affronter des vérités qu'ils avaient choisi d'ignorer pendant des années. « Que proposes-tu exactement ?» demanda l'un des conseillers les plus anciens. Mathieu toucha sa tablette et une nouvelle,
Image remplit l'écran. Le projet détaillé d'un nouveau protocole de recherche et de traitement, intégrant des approches conventionnelles et non conventionnelles. Je propose que l'hôpital Saint-Louis soit le premier à admettre que nous avons besoin d'une nouvelle façon de penser la médecine. Une façon qui inclut toutes les voies, tous, les schémas, toutes les possibilités. Il fit une pause, sa voix prenant une note d'émotion rare. Parce qu'au final, nous ne traitons pas des chiffres dans un tableau. Nous traitons des personnes comme Thomas, comme Monsieur Dubois, comme tous. Les autres qui vous confient leur vie. Le silence qui suivit était différent des précédents. C'était un silence de réflexion, de transformation. Étienne regarda son jeune allié avec un mélange de gratitude et d'admiration. Mathieu avait fait plus que sauver Thomas. Il forçait tout un système à repenser ses fondements. Thomas ajusta la caméra de l'ordinateur, s'assurant d'être bien cadré pour la vidéoconférence. Sur l'écran divisé, des visages de médecins et de chercheurs de différentes parties du monde attendaient le début de la présentation. À ses côtés, Mathieu organisait méthodiquement ses notes, apparemment inconscient de l'importance historique de ce moment. 3 mois s'étaient écoulés depuis la réunion du Conseil qui avait tout changé. Le protocole développé par Mathieu n'avait pas seulement stabilisé l'état de Thomas, mais avait également ouvert des portes pour une révolution silencieuse dans la façon dont l'hôpital Saint-Louis abordait les cas complexes. « Prêts, les garçons ?» demanda Étienne, entrant dans le bureau adapté qu'ils partagèrent maintenant dans l'aile de recherche de l'hôpital. Thomas acquiesça, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. C'était la première fois que lui et Mathieu présenteraient ensemble les résultats du traitement à la communauté médicale internationale. L'idée venait de Guillaume. Laisser les jeunes eux-mêmes raconter leur histoire. « Rappelle-toi, murmura Mathieu, toujours concentré sur ses papiers, ils vont essayer de remettre en question la méthodologie. Ils le font toujours, mais nous avons les données de notre côté. » Thomas sourit. Ces derniers mois, son amitié avec Mathieu s'était approfondie bien au-delà des conversations en ligne. Ensemble, ils avaient créé un système unique de communication et de travail. Thomas traduisait les découvertes de Mathieu dans un langage que les médecins pouvaient accepter, tandis que Mathieu continuait à déchiffrer des schémas que personne d'autre ne pouvait voir. La présentation commença avec Thomas, partageant son expérience en tant que patient. Sa voix, autrefois tremblante et hésitante, s'écoulait maintenant avec assurance, tandis qu'il décrivait le parcours depuis les premiers symptômes jusqu'à la récupération actuelle. « Ce qui a changé n'est pas seulement le traitement », expliqua Thomas à l'audience attentive. « C'est la façon de regarder la maladie. Mathieu m'a appris à observer mes propres schémas, à comprendre que chaque personne expérimente sa condition de manière unique. » Mathieu prit alors le relais, présentant les données techniques avec sa précision caractéristique. Les graphiques et diagrammes qui remplissèrent l'écran racontaient une histoire qui allait au-delà des chiffres. C'était l'histoire de comment la médecine pourrait évoluer quand elle se permettrait d'écouter des voix différentes. Les voix neurologiques ne suivent pas seulement les cartes des livres, expliqua Mathieu, son regard fixé sur un point au-delà de la caméra. Elles sont aussi diverses que les esprits qui les contiennent. Quand nous acceptons cette diversité, nous trouvons des solutions qui semblaient auparavant impossibles. Étienne observait avec fierté les 2 garçons commander l'attention de certains des plus grands noms de la neurologie mondiale. En quelques mois, ils avaient réalisé plus de progrès que des années de recherche conventionnelle. Les questions commencèrent à surgir, certaines sceptiques, d'autres curieuses, toutes respectueuses. Thomas et Mathieu y répondaient en parfaite harmonie, complétant les explications l'un de l'autre comme s'ils avaient répété pendant des années. « Mais comment pouvons-nous mettre en œuvre ce type d'approche à grande échelle ?» demanda une neurologue d'Oxford. « Tous les hôpitaux n'ont pas un consultant comme Mathieu. C'est pourquoi nous avons développé ceci, » répondit Thomas, partageant sur l'écran un nouveau programme informatique. Mathieu a créé un système d'intelligence artificielle qui aide à identifier des schémas atypiques dans les examens neurologiques. Pas pour remplacer les médecins, mais pour les aider à voir des possibilités qu'ils pourraient ignorer. Le programme apprend de chaque nouveau cas, compléta Mathieu. Comme un cerveau, il forme de nouvelles connexions, identifie des corrélations inattendues. Mais la décision finale sera toujours humaine. Amélie, qui assistait discrètement du fond de la salle, sentait des larmes de fierté se former dans ses yeux. Son fils, que tant avait sous-estimé, était en train de changer la façon dont la médecine voyait ses patients.
À la fin de la présentation, les applaudissements virtuels furent accompagnés par une avalanche de messages de soutien et de demandes de collaboration. Le docteur Tanaka, participant depuis le Japon, avait un sourire ému sur le visage. « Vous ne traitez pas seulement des maladies, » commenta le chercheur japonais. « Vous guérissez la médecine elle-même de son arrogance. » Quand les écrans s'éteignirent, Thomas se tourna vers son ami. « Nous avons réussi, cerveau mapper 12. » Mathieu se permit un petit sourire. « Non, nous avons seulement commencé. Il y a encore beaucoup de schémas à découvrir, beaucoup de voix à écouter. » Étienne, observant l'interaction des garçons, réalisa qu'il était témoin de plus qu'une révolution médicale. C'était une leçon d'humilité sur l'importance d'écouter ceux qui voient dans le monde différemment. Et surtout, c'était la preuve que les plus grandes découvertes viennent parfois des endroits les plus inattendus. Le succès de la vidéoconférence internationale eut des conséquences que personne n'avait prévues. Tandis qu'une partie de la communauté médicale célébrait l'innovation, une vague de résistance commençait à se former dans les coulisses de l'hôpital Saint-Louis. Dr Théroux dirigeait un groupe de médecins traditionalistes qui remettaient en question la sécurité et la légitimité du nouveau protocole. « Nous ne pouvons pas permettre que des décisions médicales soient influencées par un algorithme créé par un enfant », argumentait Théroux lors d'une réunion tendue du Conseil. « Cela viole tous les principes de la médecine fondés sur les preuves. » Étienne, assis de l'autre côté de la table, gardait le calme qu'il avait appris de Mathieu. « Les preuves sont dans les résultats, Jacques, pas seulement pour Thomas, mais pour les 5 autres patients qui ont commencé le traitement modifié. Résultats préliminaires, Théroux frappa sur la table. Et les effets à long terme, qui sera responsable si quelque chose tourne mal ?» La discussion fut interrompue par un son doux. C'était la tablette de Mathieu, qui était assis, tranquillement dans un coin de la salle, apparemment absorbé par ses données. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Intéressant, » murmura Mathieu, plus pour lui-même que pour les autres. « Qu'est-ce qui est intéressant ?» demanda Guillaume, reconnaissant ce ton spécifique dans la voix du garçon. Mathieu se leva et connecta sa tablette au projecteur. À l'écran, une série de graphiques et de documents commença à apparaître. Le docteur Théroux a démontré un schéma cohérent de résistance aux traitements innovants au cours des 8 dernières années, particulièrement lorsque ces traitements menacent des protocoles établis. Le visage de Théroux pâlit. « Comment tu ? En 2017, continua Mathieu, sa voix gardant le ton neutre caractéristique, vous avez bloqué une recherche prometteuse sur la thérapie neurale régénérative. En 2019, vous avez empêché la mise en œuvre d'un nouveau protocole de diagnostic précoce. Dans les 2 cas, les traitements ont été validés ultérieurement par d'autres institutions. » Amélie, qui assistait à la réunion en tant que représentante de l'équipe infirmière, observait avec un mélange de fierté et d'appréhension. Son fils exposait à nouveau des vérités inconfortables, mais cette fois les conséquences pourraient être plus graves. « C'est de la persécution. » Théroux se leva, exalté. « Ce garçon a violé des dossiers confidentiels, enfreint des protocoles de sécurité. » « En fait, » intervint Guillaume, « Mathieu a une autorisation officielle pour accéder à notre base de données. C'était l'une des conditions que nous avons établies lorsque nous avons approuvé le nouveau programme de recherche. » Étienne remarqua un changement subtil dans la salle. D'autres membres du conseil commençaient à s'exprimer, certains défendant l'innovation, d'autres exprimant des préoccupations légitimes concernant la supervision et la responsabilité. Peut-être, une voix retentit depuis la porte, surprenant tout le monde. Devrions-nous demander aux patients ce qu'ils en pensent? Thomas se tenait à l'entrée, appuyé sur une canne qu'il utilisait rarement désormais. À ses côtés, d'autres patients du nouveau protocole, tous présentant des améliorations significatives de leur état. « Vous parlez de preuves, » continua Thomas, sa voix ferme. « Eh bien, nous sommes la preuve. Chacun de nous représente une vie qui a été transformée parce que quelqu'un a eu le courage de penser différemment. » Mathieu observait la scène avec un intérêt scientifique, sa tablette enregistrant les réactions émotionnelles des personnes présentes. Pour lui, c'était un schéma de plus à étudier. Comment les gens résistent au changement même face à des preuves irréfutables. « Que craignez-vous exactement ?» demanda une dame âgée, l'une des patientes du nouveau protocole. « Que nous soyons guéris par quelqu'un que vous ne considérez pas comme qualifié, ou que cela prouve que vos méthodes traditionnelles ont des limites. » Théroux s'affaissa dans son fauteuil, sa résistance commençant à fléchir devant les témoignages. «
vivant de succès. Étienne profita du moment pour présenter une proposition conciliatrice. « Nous pouvons établir un comité de supervision », suggéra-t-il, « intégrer la connaissance traditionnelle avec les nouvelles approches. Il ne s'agit pas de remplacer les protocoles, mais d'élargir nos possibilités de traitement. » Guillaume acquiesça, percevant une opportunité de consensus, et nous pouvons tout documenter rigoureusement. Créer un nouveau standard de recherche qui inclut des perspectives diverses. Mathieu, qui avait reporté son attention sur sa tablette, leva brièvement les yeux. Les schémas de résistance diminuent. Les ondes cérébrales du docteur Théroux indiquent une réduction de 47% des marqueurs de stress depuis le début de cette réunion. Un rire contenu parcourut la salle, brisant la tension. Même Théroux esquissa un sourire réticent. Il était impossible de ne pas admirer la précision clinique avec laquelle Mathieu observait le monde, même dans ses moments les plus humains. Dans la nouvelle aile de recherche neurodiversifiée de l'hôpital Saint-Louis, Thomas observait Mathieu travailler sur son projet le plus récent. Les murs, autrefois stériles et blancs, étaient là maintenant couverts de diagrammes colorés et d'écrans interactifs. C'était un environnement qui reflétait la révolution silencieuse qui s'y déroulait. L'algorithme identifie de nouveaux schémas, commenta Mathieu, ses doigts dansant sur le clavier. Il existe des corrélations que même moi je n'avais pas perçues initialement. Thomas s'approcha de l'écran, fasciné par la complexité des données. Ces derniers mois, il avait développé une compréhension croissante du travail de son ami, pas seulement comme patient, mais comme partenaire de recherche. C'est comme si chaque cerveau était un univers propre, réfléchit Thomas, avec ses propres lois et schémas. Oui, Mathieu acquiesça, s'autorisant un petit sourire. Et la plupart des médecins essayent d'utiliser la même carte pour naviguer dans des univers différents. Amélie entra dans la salle, portant un plateau avec des collations. Depuis que le projet s'était étendu, elle partageait son temps entre ses devoirs d'infirmière et le soutien au travail de son fils. Elle observa avec tendresse les deux garçons partageant théories et découvertes, chacun dans son propre langage. « Mathieu », appela-t-elle doucement, « Dr Tanaka est en ligne. Il veut discuter des résultats des tests à Osaka. » Le garçon acquiesça, mais ne bougea pas immédiatement. Thomas reconnut le schéma. Mathieu avait besoin de terminer sa séquence de pensée avant de changer de tâche. C'était l'un des nombreux rythmes qu'il avait appris à respecter. « Tu savais, dit soudainement Mathieu, toujours concentré sur l'écran, que c'est ton père qui a le plus changé au cours de tout ce processus ?» Thomas inclina la tête. Fin intrigué, comment ça? Les schémas de comportement de ton père ont subi la transformation la plus significative. Plus que les patients, plus que l'hôpital. Mathieu commença à montrer des graphiques d'analyse comportementale. Regarde, ses niveaux de cortisol ont diminué de 62%. Ses expressions faciales indiquent une augmentation de 78% des démonstrations authentiques d'empathie et son langage corporel. Mathieu, interrompit doucement Amélie, je pense que certaines transformations n'ont pas besoin de graphiques pour être comprises. Thomas sourit, comprenant ce que Mathieu essayait d'expliquer dans son propre langage. Son père avait profondément changé. Le scientifique rigoureux et distant avait cédé la place à quelqu'un de plus humain, plus ouvert aux possibilités. « Tu sais ce qui est le plus intéressant ?» continua Mathieu, se tournant finalement vers Thomas. « Ton père n'a pas changé parce qu'il y a été forcé. Il a changé parce qu'il a choisi d'écouter, même quand la vérité faisait mal. » À ce moment, Étienne entra dans la salle, portant une pile de documents. Ses yeux brillèrent en voyant les trois personnes réunies. Une scène qui était devenue courante ces derniers mois. « J'interromps quelque chose d'important », demanda-t-il. « Mathieu m'expliquait simplement comment tu t'es transformé en un être humain meilleur, » répondit Thomas avec un sourire provocateur. Étienne rit, un son qui était rare auparavant, mais qui résonnait maintenant fréquemment dans les couloirs de l'hôpital. « Eh bien, il n'a pas tort. Parfois, nous avons besoin d'un génie de 12 ans pour nous montrer nos propres limites. »« Je ne suis pas un génie, » corrigea Mathieu, reportant son attention sur l'ordinateur. « Je vois simplement des schémas que d'autres ignorent. Comme cette conversation que vous avez eue tous les deux hier soir dans le jardin. » Thomas et Étienne échangèrent des regards surpris. « Tu nous observais ?» « Je n'ai pas eu besoin d'observer. Les changements dans vos schémas aujourd'hui indiquent une conversation significative, probablement à propos de l'avenir, considérant les niveaux de dopamine et le changement de posture. » Amélie secoua la tête en souriant. «
Son fils continuait à traduire le monde en données et en schémas, mais quelque chose était différent maintenant. Il n'observait plus seulement de l'extérieur, il était connecté, impliqué, partie prenante de quelque chose de plus grand. « Le docteur Tanaka attend toujours », rappela-t-elle doucement. Mathieu acquiesça, se levant. Avant de sortir, il s'arrêta brièvement. « Thomas, n'oublie pas notre jeu en ligne plus tard. Nous avons encore une mission. Accomplir. » « Je n'ai pas oublié, cerveau mapper 12, répondit Thomas avec un sourire. Tandis que Mathieu sortait avec sa mère, Étienne s'approcha de son fils. « Tu sais, parfois je me demande qui guérit vraiment qui dans cette histoire. » Thomas observa par la fenêtre Mathieu marchant dans le couloir, s'arrêtant occasionnellement pour analyser un schéma que lui seul pouvait voir. « Je pense que nous guérissons tous, papa, chacun à sa manière. » Le bureau de Guillaume Lemaire était plus rempli que d'habitude ce matin-là. Des représentants de l'Association médicale nationale étaient arrivés sans préavis, apportant avec eux une pile de documents et des expressions sévères qui n'auguraient rien de bon. « Ce que vous faites ici est irrégulier », déclara le Dr Michel Pinel, président de l'association, son ton indiquant clairement qu'il n'était pas là pour négocier. Permettre à un mineur sans formation médicale d'influencer des protocoles de traitement est une violation grave des codes d'éthique. Étienne, assis à côté d'Amélie, sentait son estomac se nouer. Ils avaient prévu que cela arriverait, éventuellement, mais la réalité était encore plus intimidante qu'ils ne l'imaginaient. « Docteur Pinel, commença Guillaume, gardant son calme, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons une documentation complète de chaque cas, l'approbation du comité d'éthique de l'hôpital, le consentement éclairé de tous les patients. Consentement basé sur de fausses prémices, interrompit Pinel. Vous vendez de l'espoir, en utilisant des méthodes non prouvées, basées sur les théories d'un enfant autiste. » Amélie se leva brusquement, sa voix tremblant d'indignation. Cet enfant autiste a sauvé plus de vies ces derniers mois que beaucoup de médecins en années de carrière. La tension dans la salle était palpable. Étienne observait la scène avec une sensation de déjà-vu. Combien de fois avait-il lui-même écarté des idées non conventionnelles avec la même arrogance qu'il voyait maintenant sur le visage de Pinel. « Où est Mathieu ?» demanda l'une des représentantes de l'association, feuilletant un dossier. « Nous devons évaluer sa capacité à comprendre les implications de ce qu'il fait. »« Mathieu est là où il devrait être, » répondit une voix depuis la porte. C'était Thomas, appuyé sur sa canne, qu'il utilisait maintenant plus par précaution que par nécessité. « Il travaille, sauve des vies, pendant que vous essayez d'entraver le progrès. » Pinel se tourna vers le garçon, son expression s'adoucissant légèrement. « Jeune homme, je comprends ta gratitude, mais il existe des protocoles, des réglementations, qui ont été créés par des personnes qui voient le monde d'une seule façon, » compléta Thomas. « Avez-vous jamais pensé que ces protocoles pourraient avoir besoin d'évoluer ?» Guillaume saisit l'occasion. « Nous avons ici les résultats de tous les patients traités selon le nouveau protocole, y compris des évaluations indépendantes de 3 universités différentes. » Il poussa un épais dossier sur la table. « Et plus important, nous avons le docteur Hiroshi Tanaka confirmant et développant les découvertes de Mathieu à Osaka. » Les représentants de l'association commencèrent à feuilleter les documents, leur visage révélant une surprise croissante face aux données. Étienne reconnut le moment. C'était la même expression qu'il avait eue lui-même lorsqu'il avait vu pour la première fois les résultats de Mathieu. « Mais c'est extraordinaire, » murmura l'une des médecins. « Le taux de réponse positive est supérieur à n'importe quel protocole conventionnel. » Parce que ce n'est pas seulement un protocole, expliqua Thomas. C'est un système qui apprend et s'adapte à chaque patient. Mathieu m'a enseigné que chaque cerveau est unique. Pourquoi devrions-nous tous les traiter de la même façon? Pinel semblait lutter intérieurement avec ce qu'il voyait. Des années de formation médicale traditionnelle confrontées à des preuves irréfutables de succès. « Et où est ce prodige maintenant ?» demanda-t-il, sa voix moins hostile. Comme pour répondre à la question, une série d'écrans sur le mur du bureau s'allumèrent simultanément. Le visage de Mathieu apparut sur l'un d'eux, tandis que les autres affichaient des données en temps réel de divers patients. « Je surveille les signes vitaux de 17 patients simultanément », expliqua Mathieu, sans quitter des yeux son travail. 3 d'entre eux présentent des altérations subtiles que les médecins n'ont pas encore remarquées. Dans environ 47 minutes,
le docteur Renard recevra une alerte concernant le patient de la chambre 714, prévenant une crise avant qu'elle ne se manifeste cliniquement. La démonstration en direct du système en fonctionnement laissa les représentants de l'association sans voix. C'était une chose de lire les résultats, c'en était une autre complètement différente de voir le processus se dérouler en temps réel. « Comment ?» commença Pinel, mais il fut interrompu par une alarme douce. « Chambre 714 » annonça Mathieu. Les signes vitaux ont commencé à s'altérer exactement selon le schéma prévu. Le docteur Renard est en route. Amélie sourit discrètement. Son fils pouvait ne pas comprendre les nuances sociales de la situation, mais il avait choisi le moment parfait pour sa démonstration pratique. « Messieurs, profita du moment Guillaume, nous ne demandons pas d'abandonner les protocoles ou d'ignorer les réglementations. Nous proposons de les élargir, de les adapter à une nouvelle réalité. Une réalité où différentes formes d'intelligence et de perception peuvent travailler ensemble pour sauver des vies. » Étienne observa les expressions des représentants de l'association changer graduellement. La résistance initiale cédait la place à quelque chose qu'il connaissait bien. L'humilité de reconnaître que peut-être, juste peut-être, il y avait plus à apprendre qu'il ne l'imaginait. L'auditorium principal de l'hôpital Saint-Louis était bondé pour la première conférence officielle sur les approches neurodiversifiées en médecine. Médecins, chercheurs et étudiants de tout le pays se pressaient pour entendre parler de la révolution silencieuse qui transformait la façon de traiter les conditions neurologiques complexes. Thomas, assis au premier rang, observait avec fierté son père monter sur scène. Étienne n'était plus le même homme qui, des mois auparavant, se cachait dans son laboratoire privé, consumé par la frustration et la peur. Il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, une humilité acquise qui ne rendait sa connaissance que plus précieuse. « Il y a 1 an, commença Étienne, sa voix claire et ferme. Je croyais avoir toutes les réponses. 30 ans de carrière, des dizaines de prix et de reconnaissances m'avaient fait penser que je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur le cerveau humain. Il fit une pause significative. Je n'ai jamais eu autant tort. Dans la zone technique, Mathieu travaillait sur ses ordinateurs, coordonnant la présentation des données et s'assurant que tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. Amélie, à ses côtés, souriait en voyant comment son fils avait trouvé sa place dans ce nouveau monde, un lieu où sa façon unique de voir les schémas était non seulement acceptée, mais célébrée. La véritable révolution, continua Étienne, n'est pas venue d'un grand laboratoire ou d'une université prestigieuse. Elle est venue d'un garçon de 12 ans qui voit le monde d'une façon que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais imaginer. Un garçon qui m'a appris que parfois, nous devons désapprendre pour pouvoir vraiment apprendre. Sur l'écran derrière lui, des images commencèrent à apparaître, graphiques, diagrammes, résultats de traitement. Mais ce n'étaient pas seulement des chiffres et des statistiques, c'étaient des histoires de vie transformées, d'espoir renouvelé. Thomas appela doucement Mathieu à travers le communicateur qu'il partageait. « Tes niveaux de dopamine sont élevés. Tu es ému ?» Thomas sourit, touchant discrètement le petit appareil dans son oreille. « Ça oui, Mathieu. Parfois les gens s'émeuvent dans les moments importants. » « Intéressant, » répondit Mathieu, et Thomas pouvait l'imaginer prendre des notes sur ce schéma supplémentaire de comportement humain. Sur scène, Étienne présentait les nouveaux protocoles développés en collaboration avec Mathieu. « Nous ne traitons pas seulement des maladies, » expliqua-t-il. « Nous redéfinissons la façon même dont nous voyons l'esprit humain. Chaque cerveau est unique, chaque expérience est singulière. Pourquoi insistons-nous pour essayer de tous nous faire entrer dans le même moule ?» Docteur. Pinel, assis au premier rang à côté de Thomas, acquiesça légèrement. Depuis sa visite initiale, il était devenu l'un des plus grands défenseurs du programme, utilisant son influence pour ouvrir des portes plutôt que les fermer. Le véritable progrès, continua Étienne, ne réside pas seulement dans les résultats cliniques, bien qu'ils soient extraordinaires. Il est dans le changement de mentalité, dans la volonté d'écouter des voix différentes, de reconnaître que la connaissance peut venir des sources les plus inattendues. Amélie sentit ses yeux se remplir de larmes en voyant son fils travailler, concentré, complètement inconscient du fait qu'il était au centre d'une révolution médicale. Pour Mathieu, tout était une question de schéma. Schéma dans les données, dans les comportements, dans les réponses au traitement. Il ne cherchait pas la reconnaissance ou la gloire. Il cherchait simplement à comprendre et à aider, à sa manière unique. « Papa »
La voix de Thomas résonna dans l'auditorium, surprenant tout le monde. Il s'était levé, s'appuyant légèrement sur ça. « Khan, puis-je dire quelque chose ?» Étienne sourit, faisant un geste d'approbation. Thomas monta sur scène, sa posture confiante témoignant vivant du succès du traitement. « Vous êtes tous venus ici pour apprendre une nouvelle méthode révolutionnaire, » commença Thomas. « Mais ce que nous avons découvert va au-delà des protocoles et des traitements. Nous avons découvert que la véritable guérison commence quand nous cessons d'essayer de faire rentrer tout le monde dans le même moule. » Dans la zone technique, Mathieu leva brièvement les yeux de ses moniteurs, son attention captée par la sincérité dans la voix de son ami. « Mathieu m'a appris qu'être différent n'est pas un défaut à corriger, » continua Thomas. « C'est une perspective unique qui peut ouvrir des portes dont nous ignorions l'existence. Et mon père m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour admettre que peut-être nous n'avons pas toutes les réponses. » Un silence respectueux plana sur l'auditorium. En ce moment, ils n'étaient plus seulement médecins et patients, chercheurs et sujets d'études. Ils étaient tous participants d'une transformation plus grande, une qui commençait dans les cœurs et les esprits, avant d'atteindre les protocoles et les pratiques. Le petit café près de l'hôpital était devenu le refuge préféré de Thomas et Mathieu. C'était un endroit tranquille, avec un éclairage doux et une musique d'ambiance à volume contrôlé, des conditions parfaites pour les longues conversations que les deux amis partageaient entre leurs sessions de travail. Les résultats du dernier groupe de patients sont prometteurs, commentait Mathieu, ses doigts tapotant selon un schéma spécifique sur la table. Le taux de réponse positive a augmenté de 12% depuis que nous avons implémenté les dernières modifications de l'algorithme. Thomas sirotait son chocolat chaud, observant comment son ami avait changé ces derniers mois. Mathieu évitait toujours le contact visuel direct et préférait communiquer à travers des données et des statistiques. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon d'interagir avec le monde. « Tu sais ce qui est le plus intéressant ?» commenta Thomas. « Comment tu as réussi à faire comprendre ta façon de penser aux médecins? Avant, ils essayaient de te faire adapter à leur façon. » Mathieu arrêta son tapotement un moment, traitant l'observation. « C'est comme reprogrammer un système d'exploitation. Parfois, le problème n'est pas dans le code, mais dans l'interface utilisateur. » Amélie, qui les avait rejoints pendant sa pause, sourit en entendant l'analogie. Son fils continuait à traduire le monde en termes qui avaient du sens pour lui. Mais maintenant, d'autres personnes commençaient à comprendre et à apprécier ce langage unique. « Le docteur Tanaka a appelé ce matin, » commenta-t-elle. « L'hôpital d'Osaka veut implémenter notre programme complet. Ils sont prêts à adapter toute leur structure selon les spécifications que Mathieu a développées. » « Ce ne sont pas mes spécifications, » corrigea Mathieu, toujours concentré sur sa tablette. « Ce sont simplement des schémas logiques de fonctionnement, comme l'aménagement de ce café, éclairage adéquat, acoustique contrôlée, espace personnel respecté. Ce n'est pas complexe, c'est efficace. » Thomas échangea un regard complice avec Amélie. Pour Mathieu, tout se résumait à des schémas et à l'efficacité, mais son travail changeait bien plus que de simples protocoles médicaux. Il transformait la façon dont les institutions pensaient à l'accessibilité et à l'inclusion. « Mathieu, » commença Thomas avec hésitation, « as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire dans le futur, maintenant que le programme s'étend ?»« Le futur est un concept imprécis, » répondit Mathieu, levant finalement les yeux de sa tablette. « Je préfère me concentrer sur les schémas du présent, comme le fait que ton père vient ici maintenant, probablement avec des nouvelles importantes, considérant son schéma de marche accéléré. » En effet, Étienne apparut à la porte du café quelques secondes plus tard, son visage illuminé par une énergie contagieuse. Il s'assit à leur table, faisant signe à la serveuse qui connaissait déjà sa commande habituelle. « Le Conseil national de la médecine a approuvé, » annonça-t-il sans préambule. « Nous pourrons étendre le programme à tout le pays. Ils veulent créer un département spécifique pour les approches neurodiversifiées dans chaque faculté de médecine. » Amélie couvrit sa bouche de ses mains émues. Thomas sourit largement, tandis que Mathieu continuait à analyser des données sur sa tablette, apparemment indifférent à l'importance de la nouvelle. « Mais il y a plus, » continua Étienne, regardant spécifiquement Mathieu. « Ils veulent que tu sois consultant officiel du programme, pas seulement tes protocoles et algorithmes, mais toi, Mathieu, ta façon de penser, ta perspective unique. » Mathieu arrêta de taper,
son visage montrant une rare expression de surprise. « Ils veulent. Ma perspective. » « Oui, Étienne sourit. Exactement comme tu es, sans essayer de te faire rentrer dans des moules traditionnels. Ils ont finalement compris que ta neurodiversité n'est pas un obstacle, c'est ta plus grande force. » Amélie ne put contenir ses larmes. Combien de fois avait-elle rêvé d'un monde qui accepterait son fils exactement tel qu'il était? Combien de nuits avait-elle passé inquiète pour son avenir dans une société qui ne valorisait qu'un seul type d'intelligence? Intéressant, murmura Mathieu, retournant à sa tablette. Les schémas de réponse émotionnelle de vous tous indiquent une haute signification de ce moment. Je vais ajouter cela à ma base de données sur le comportement social. Thomas rit. Toi seul, Mathieu, transformerais un moment de célébration en données pour analyse. Mais c'est ce qui le rend spécial, observa Étienne. C'est cette capacité unique de voir le monde à travers des schémas et des données qui révolutionne la médecine. Mathieu leva à nouveau les yeux, cette fois fixant son regard sur un point entre eux tous. Vous savez que ce n'est que le début, n'est-ce pas? Les schémas indiquant des possibilités bien plus larges d'application. Pas seulement en neurologie, mais dans tous les domaines de la médecine. Amélie prit la main de son fils, la serrant doucement. Et nous serons là pour te soutenir à chaque étape du chemin. Soutien émotionnel, réfléchit Mathieu. Un autre schéma intéressant, statistiquement significatif, dans tous les cas de succès que j'ai analysés. Il fit une pause, puis ajouta à voix basse « Merci ». C'était un seul mot, simple et direct, mais tous à la table comprirent sa profondeur. À sa manière, Mathieu reconnaissait que certaines choses dépassaient les schémas et les chiffres, même s'il préférait l'exprimer à travers des données et des statistiques. Le laboratoire s'était transformé. Là où régnait auparavant le silence et la solitude, pulsait maintenant une énergie vibrante de collaboration et de découverte. Étienne observait, avec un mélange de fierté et d'admiration, Thomas et Mathieu travaillant ensemble sur leur nouveau projet, un système de diagnostic précoce basé sur des schémas comportementaux subtils. Si nous corrélons les micro-mouvements faciaux avec les variations dans les schémas de parole, expliquait Mathieu, ses doigts volant sur le clavier, nous pouvons identifier des signaux neurologiques avant même que les premiers symptômes physiques ne se manifestent. Thomas, qui utilisait maintenant rarement sa canne, acquiesçait tout en traduisant les données techniques en langage plus accessible pour l'équipe médicale qui les observait. C'était un rôle qu'il avait naturellement assumé, être le pont entre le monde unique de Mathieu et la communauté médicale traditionnelle. C'est comme avoir un radar émotionnel, expliquait Thomas au médecin résident, mais basé sur des données concrètes, pas sur l'intuition. L'intuition n'est que la reconnaissance inconsciente de schémas, ajouta Mathieu, sans détourner les yeux de l'écran. Nous rendons simplement ces schémas visibles et quantifiables. Amélie, qui supervisait une nouvelle aile de l'hôpital spécialement adaptée aux patients ayant des sensibilités sensorielles, sourit en observant l'interaction. L'amitié entre les deux garçons s'était transformée en quelque chose d'extraordinaire, une symbiose parfaite entre différentes façons de comprendre le monde. Docteur Moreau, appela une jeune résidente Étienne, vous imaginiez arriver à ce point quand vous avez commencé à travailler avec Mathieu? Étienne rit doucement. Même dans mes rêves les plus optimistes, j'essayais simplement de sauver mon fils. À la fin, j'ai compris que parfois nous avons besoin d'être sauvés de nos propres certitudes. Les schémas de langage corporel indiquent une conversation émotionnellement significative, commenta Mathieu, toujours concentré sur son travail. Vous parlez encore de transformation personnelle? Comment tu? Commença à demander la résidente, mais Thomas l'interrompit avec un sourire. Ne demande pas, il sait toujours. Le son doux d'une notification interrompit le moment. C'était un message du docteur Tanaka à Osaka, un autre cas réussi utilisant le protocole développé par Mathieu. Les bonnes nouvelles arrivaient maintenant quotidiennement, d'hôpitaux de différentes parties du monde. Mathieu, appela doucement Amélie. Je pense qu'il est temps de leur montrer le projet spécial. Mathieu détourna enfin les yeux de l'ordinateur, son visage manifestant une rare expression d'enthousiasme contenu. Les schémas indiquent que c'est le moment approprié. Il ouvrit un nouvel écran, révélant un projet encore plus ambitieux, un système intégré qui non seulement traitait les conditions neurologiques, mais adaptait également tout l'environnement hospitalier pour qu'il soit plus accueillant et efficace pour tous les types d'esprits. Il ne s'agit pas seulement de guérir des maladies,
expliqua Mathieu, sa voix gagnant une intensité inhabituelle. Il s'agit de créer des espaces où différents types de cerveaux peuvent fonctionner à leur potentiel maximal. Thomas observa les médecins s'approcher des écrans, fasciné. Son ami faisait bien plus que révolutionner les protocoles médicaux. Il changeait la façon dont le monde voyait la neurodiversité. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Thomas à son père. « Il a fait tout cela en étant exactement qui il est, sans essayer de se conformer à ce que les autres attendèrent de lui. » Étienne acquiesça, ému. Et dans le processus, il nous a appris à être meilleurs aussi, pas seulement comme médecins, mais comme êtres humains. Mathieu, qui apparemment écoutait la conversation tout en travaillant, ajouta « Les schémas d'évolution sociale sont fascinants. Quand un système accepte différentes formes de traitement, l'efficacité générale augmente exponentiellement. » Amélie s'approcha de son fils, posant une main douce sur son épaule. En français simple, Mathieu dit que lorsque nous acceptons nos différences, nous grandissons tous. « Ce n'est pas ce que j'ai dit », protesta Mathieu, fronçant les sourcils. « J'ai parlé de schéma d'évolution sociale et... » « C'est exactement la même chose, mon ami, » interrompit Thomas avec un sourire. « Tu utilises simplement un langage différent pour l'exprimer. » Mathieu réfléchit à cette observation un moment, puis reprit sa frappe. « Intéressant. Je vais ajouter cette corrélation à ma base de données de traduction émotionnelle. » Les résidents rirent, mais c'était un rire d'admiration et d'affection. Mathieu était devenu plus qu'un consultant ou un prodige. Il était un rappel vivant que le génie se présente sous différentes formes et que parfois les esprits les plus brillants sont ceux que le monde tente de faire entrer dans des moules prédéfinis. L'auditorium du Centre des Congrès était comble pour le premier symposium international sur les approches neurodiversifiées en médecine. Des professionnels de santé de tous les continents s'étaient réunis pour découvrir la révolution qui avait commencé dans un petit hôpital français. Parmi les présents, un visage en particulier attirait l'attention d'Étienne, le docteur Hiroshi Tanaka, qui avait voyagé spécialement d'Osaka pour l'événement. Mathieu était dans sa salle spécialement préparée en coulisses, entouré de moniteurs et d'équipements qui lui permettaient de tout suivre sans s'exposer au stress sensoriel de la foule. Thomas restait à ses côtés, comme toujours, traduisant le monde extérieur dans le langage des schémas que son ami comprenait mieux. Le docteur Tanaka présente des signes clairs d'anxiété, observa Mathieu, analysant les images des caméras. Fréquence respiratoire élevée, micro-expression faciale indiquant un inconfort émotionnel. Thomas sourit, comprenant ce que Mathieu ne disait pas explicitement. « Je serais nerveux aussi si j'étais sur le point de retrouver quelqu'un qui a autrefois ridiculisé mon travail. » Étienne, qui venait d'entrer dans la salle, entendit le commentaire et sentit le poids familier de la culpabilité dans sa poitrine. « Vous pensez qu'il me pardonnera ?» « Le pardon est un concept imprécis, » répondit Mathieu, toujours concentré sur ses moniteurs. Les données indiquent que le docteur Tanaka a déjà dépassé l'incident. Ses publications récentes citent abondamment notre travail, avec un schéma linguistique qui suggère une admiration sincère. Amélie, qui organisait les derniers détails de la présentation, s'approcha du groupe. « Mathieu a raison. Le docteur Tanaka n'est pas venu ici chercher vengeance. Il est venu célébrer comment sa théorie, à travers le regard unique de mon fils, a fini par sauver des vies. » Le moment fut interrompu par un mouvement sur l'écran principal. Le docteur Tanaka s'était levé et marchait vers les coulisses. Étienne sentit son cœur s'accélérer. « Vos niveaux de cortisol sont élevés, docteur Moreau, » commenta Mathieu avec désinvolture. « Je suggère une respiration contrôlée pour réguler la réponse au stress. » Avant qu'Étienne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Tanaka entra. Le scientifique japonais semblait plus âgé que sur les photographies, mais ses yeux brillaient d'une vitalité surprenante. « Mathieu-kun » Tanaka salua d'abord, s'inclinant respectueusement. « C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. » Mathieu acquiesça brièvement, sans détourner les yeux de ses moniteurs. « Vos derniers articles sur la plasticité neurale dans les cas atypiques sont fascinants, particulièrement la corrélation avec les facteurs environnementaux que la plupart des chercheurs ignorent. » Tanaka sourit, puis se tourna vers Étienne. Le silence qui suivit semblait porter le poids d'années d'histoire non résolues. « Docteur Moreau, » commença Tanaka, sa voix douce mais ferme. « Ou puis-je vous appeler Étienne ?»« Étienne, s'il vous plaît, » répondit-il, sa voix trahissant son émotion. « Docteur Tanaka, Hiroshi, corrigea le scientifique japonais.
et vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Parfois, l'univers a des façons intéressantes de corriger nos erreurs. Thomas observait la scène avec fascination. C'était comme si un cercle invisible se refermait. L'orgueil qui avait presque coûté sa vie s'était transformé en un pont de compréhension et de respect. Les schémas d'interaction sociale sont intrigants, commenta Mathieu, levant enfin les yeux de ses moniteurs. Deux scientifiques traditionnellement formés, reconnaissant la valeur de perspectives non conventionnelles. La probabilité statistique de ce scénario était inférieure à 7,6%. Tous rirent, y compris Tanaka qui s'approcha des écrans pour observer le travail de Mathieu. Impressionnant. Vous avez développé mes théories originales dans des directions que je n'avais jamais imaginées. J'ai simplement suivi les schémas, répondit simplement Mathieu. Comme cet ensemble de données dans votre étude originale que tous ont ignoré, les valeurs aberrantes qui étaient en fait des indicateurs cruciaux. Tanaka écarquilla les yeux. Vous avez trouvé. Mais ces données étaient dans des notes personnelles, jamais publiées. Internet. Mathieu et Thomas répondirent à l'unisson, partageant un sourire complice. Étienne observait l'interaction avec un nœud dans la gorge. Des années auparavant, il avait rejeté les théories de Tanaka avec arrogance académique. Maintenant, grâce à un garçon qui voyait le monde à travers des schémas uniques, ces mêmes théories s'étaient transformées en fondement d'une révolution médicale. Hiroshi, appela doucement Étienne. Je suis désolé pour tout. Tanaka secoua la tête. Ne le soyez pas. Si vous ne m'aviez pas ridiculisé à cette conférence, peut-être que Mathieu n'aurait jamais trouvé mes recherches. Parfois, nous avons besoin d'une erreur pour découvrir le bon chemin. Et parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui voit le monde différemment, pour nous montrer que nous regardions dans la mauvaise direction, ajouta Amélie, observant son fils avec fierté. Mathieu, apparemment indifférent au moment émotionnel, continuait d'analyser des données sur ses écrans. La présentation commence dans exactement 12 minutes. Les schémas d'attention de l'audience suggèrent que ce sera un moment significatif. « Plus que tu ne l'imagines, mon fils », murmura Amélie, tandis que les premiers accords de la musique d'ouverture commençaient à résonner dans l'auditorium. « Plus que tu ne l'imagines ». La présentation au symposium avait été un succès retentissant, mais pour Thomas, le moment le plus significatif eut lieu après, dans une petite salle de réunion où un groupe inhabituel se réunit. Mathieu était dans son coin habituel, entouré de ses équipements, tandis que le docteur, Tanaka et Étienne discutaient avec animation de futures collaborations. Amélie observait tout, avec un sourire serein, documentant discrètement chaque interaction pour les archives historiques du projet. Les schémas de communication entre « vous ont changé significativement », commenta Mathieu sans lever les yeux de sa tablette. La fréquence des interruptions a diminué de 82% et le ton de voix indique des niveaux élevés de respect mutuel. En d'autres termes, traduisit Thomas avec un sourire, ils ont enfin appris à vraiment s'écouter. Tanaka rit doucement. C'est fascinant comme Mathieu Kuhn parvient à transformer les émotions en données quantifiables. Cela me fait réfléchir à combien d'autres formes d'intelligence nous, médecins traditionnels, pouvons ignorer. En fait, interrompit Mathieu, regardant finalement vers le groupe, j'ai quelque chose à montrer. Ses doigts dansèrent sur le clavier et une nouvelle série de données remplit les écrans alentours. J'ai identifié un schéma intéressant dans les derniers cas. Tous s'approchèrent, curieux. Les graphiques montraient une corrélation complexe entre différents types d'approches médicales et leurs résultats. Regardez, continua Mathieu, sa voix prenant ce ton spécifique que Thomas reconnaissait comme de l'enthousiasme scientifique. Quand nous combinons des protocoles traditionnels avec des perspectives neurodiverses, le taux de succès n'augmente pas seulement, il se transforme en quelque chose de complètement nouveau. Étienne se pencha sur les données, ses yeux brillants de compréhension. C'est comme si nous créions un nouveau langage médical. Exactement, approuva Tanaka, pointant vers un ensemble spécifique de données. Il ne s'agit pas simplement d'avoir raison ou tort, il s'agit de trouver de nouvelles formes de compréhension. Amélie s'approcha de son fils, posant doucement une main sur son épaule. « Mathieu, suggères-tu une expansion du programme ?»« Les schémas sont clairs, » répondit-il. « Nous ne devrions pas nous limiter à la neurologie. Chaque spécialité médicale pourrait bénéficier d'une approche qui intègre différentes formes de pensée.
Thomas sentit un frisson d'excitation. Comme un hôpital entier conçu pour être véritablement inclusif, pas seulement pour les patients, mais pour les professionnels aussi. Pourquoi s'arrêter à un hôpital? La voix de Guillaume Lemaire retentit, depuis la porte, surprenant tout le monde. Le directeur entra dans la salle portant un dossier épais. « Le ministère de la Santé nous a contactés. Ils veulent mettre en œuvre le programme à l'échelle nationale. » Mathieu continua à taper, apparemment imperturbable face à la nouvelle. Prévisible. Les schémas d'évolution institutionnelle indiquaient une probabilité de 89% d'expansion gouvernementale dans les 6 prochains mois. Tous rirent, mais il y avait un profond respect dans ce rire. Mathieu avait prouvé, à maintes reprises, que sa façon unique de voir le monde n'était pas seulement valable, elle était révolutionnaire. Mais il y a un détail intéressant que vous devriez savoir, ajouta Mathieu, projetant un nouvel écran de données. Thomas a démontré des schémas cohérents d'aptitude pour la traduction neurale. Traduction neurale, demanda Étienne, intrigué. Il peut traduire des concepts complexes entre différentes formes de pensée. C'est une compétence rare, statistiquement significative chez moins de 2% de la population. Thomas cligna des yeux, surpris. Tu veux dire que j'ai aussi un super pouvoir? Les super pouvoirs n'existent pas, corrigea automatiquement Mathieu. Ce sont simplement des manifestations de variations neurologiques spécifiques. Mais, oui, tu as un don unique. Amélie sourit, observant comment son fils et Thomas s'étaient transformés en un duo parfait, l'un voyant des schémas que personne d'autre ne voyait, l'autre traduisant ses visions pour le reste du monde. Alors, proposa Guillaume, que diriez-vous de transformer cela en quelque chose d'officiel? Un programme de formation pour identifier et développer différents types d'intelligence en médecine. Tanaka acquiesça avec enthousiasme. Hi, nous pouvons créer un échange international. Osaka serait le premier partenaire, bien sûr. Étienne regarda les 2 garçons qui avaient si profondément changé sa vie. Qu'en pensez-vous? Thomas sourit, se tournant vers son ami. Mathieu arrêta enfin de taper, levant les yeux vers le groupe. Les schémas indiquent que c'est la prochaine étape logique. Mais il fit une pause inhabituelle. Ils indiquent aussi que nous aurons besoin les uns des autres, différents esprits, travaillant ensemble. En d'autres termes, traduisit Thomas, souriant, il est temps de créer une nouvelle famille, une famille d'esprits différents, tous spéciaux à leur manière. Ce n'est pas ce que j'ai dit, protesta Mathieu. J'ai parlé de schéma, de collaboration neurale et c'est exactement la même chose, répondirent tous à l'unisson, riant. Mathieu retourna à ses données, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. Intéressant, je vais ajouter cette corrélation à ma base de données de traduction émotionnelle. 1 an s'était écoulé depuis le symposium international. L'hôpital Saint-Louis était méconnaissable, pas seulement dans sa structure physique, adaptée pour être plus accueillante et inclusive, mais surtout dans son essence. Les couloirs autrefois austères pulsaient maintenant d'une énergie différente, où divers types d'esprits travaillaient en harmonie. Dans la nouvelle, aile de recherche neurodiversifiée, Mathieu donnait son premier cours officiel à un groupe sélectionné de médecins et de chercheurs. Sa salle avait été spécialement conçue pour répondre à ses besoins sensoriels, lui permettant de partager ses connaissances sans inconfort. Les schémas sont toujours visibles, expliquait-il, ses mains se déplaçant avec précision sur les commandes de ses équipements. Le défi n'est pas de les trouver, mais d'être disposé à les voir. Thomas, maintenant complètement rétabli et agissant comme coordinateur du programme de traducteurs neuro, observait avec fierté. Son ami, autrefois considéré comme une anomalie dans le système, était maintenant reconnu comme l'un des plus grands innovateurs de la médecine moderne. Docteur Mathieu, une jeune médecin leva la main, comment faites-vous pour traiter autant d'informations simultanément? Je ne traite pas plus d'informations que vous, répondit Mathieu sans détourner les yeux de ses moniteurs. Je les traite simplement différemment, comme un ordinateur qui utilise un système d'exploitation distinct pour exécuter les mêmes tâches. Amélie, qui supervisait la session, sourit en voyant comment son fils avait développé sa propre façon d'enseigner. Il évitait toujours le contact visuel direct et préférait communiquer à travers des données et des analogies techniques. Mais maintenant, les gens comprenaient que c'était simplement sa façon unique de se connecter au monde. Étienne entra silencieusement dans la salle,
apportant un dossier qui fit Thomas hausser les sourcils en reconnaissance. Il était identique à celui qui, plus d'1 an auparavant, contenait ses examens initiaux. « Mathieu », appela doucement Étienne, attendant que le garçon termine sa séquence de pensée. « Nous avons un nouveau cas qui nécessite ton analyse. » Mathieu détourna finalement son attention des écrans. « Le schéma de ta voix indique une urgence émotionnelle. Est-ce quelqu'un d'important ?»« Sophie Théroux », répondit Étienne, projetant le dossier sur l'écran principal. « La fille du docteur Théroux. Elle a commencé à présenter des symptômes similaires à ceux que Thomas avait. » Un silence significatif tomba sur la salle. Théroux, qui avait été l'un des plus grands opposants au programme au début, cherchait maintenant de l'aide à travers lui. « Intéressant », murmura Mathieu, ses doigts dansant déjà sur le clavier, tandis qu'il analysait les examens. « Les schémas sont similaires, mais pas identiques. Il y a des variations subtiles qui suggèrent une manifestation unique. » Thomas s'approcha, reconnaissant les signes qui avaient été autrefois les siens. « Comment te sens-tu d'aider la fille de quelqu'un qui a essayé de discréditer ton travail ?»« Les sentiments sont sans importance pour les schémas neurologiques, » répondit automatiquement Mathieu. Puis, après une pause inhabituelle, il ajouta « Mais les données suggèrent que c'est une opportunité statistiquement significative de démontrer que la vraie médecine ne connaît pas de préjugés. » Amélie sentit ses yeux se remplir de larmes. Son fils, dans son langage unique, exprimait l'une des vérités les plus profondes de la compassion humaine. « Théroux est à l'accueil », informa doucement Étienne, complètement différent de l'homme que nous connaissions. La peur pour sa fille a changé quelque chose en lui. La peur est un puissant catalyseur de transformation neurale, commenta Mathieu, toujours concentré sur son analyse. Comme toi, docteur Moreau, quand tu as réalisé que tu ne pouvais pas sauver Thomas seul. Étienne acquiesça ému, et comme toi, Mathieu, qui nous as appris que parfois nous devons perdre nos certitudes pour trouver les vraies réponses. La jeune médecin qui avait posé la question précédente leva à nouveau la main. « Docteur, Mathieu, que devons-nous faire avec le cas de Sophie ?» Mathieu arrêta enfin de taper, levant les yeux pour regarder un point entre toutes les personnes présentes. « D'abord, accueillons le docteur Théroux, non pas comme un ancien opposant, mais comme un père qui a besoin d'aide. Les schémas indiquent Nana qu'il est prêt à écouter. Et nous ?» Il fit une pause significative, « sommes prêts à enseigner. » Thomas sourit, reconnaissant dans ses paroles bien plus qu'une simple décision médicale. C'était la fermeture d'un cercle, la preuve vivante que la véritable guérison commence lorsque nous apprenons à voir au-delà de nos propres limites. Le jardin sensoriel de l'hôpital Saint-Louis était particulièrement beau cet après-midi de printemps. Conçu selon les spécifications de Mathieu, c'était un espace où couleurs, textures et sons s'harmonisaient parfaitement, créant un environnement accueillant pour tous les types d'esprits. Sophie Théroux, maintenant complètement rétablie, jouait avec d'autres enfants dans une zone spécialement désignée, tandis que son père, Dr Théroux, conversait avec Étienne sur l'un des bancs. La transformation de l'ancien opposant au programme était remarquable, pas seulement dans sa posture plus humble, mais surtout dans son regard qui portait maintenant une compréhension profonde de la valeur de la diversité. Les schémas d'interaction sociale ont significativement changé, observa Mathieu depuis son endroit préféré. Un banc partiellement ombragé, d'où il pouvait surveiller tout l'environnement sans être submergé sensoriellement. La fréquence. Des sourires authentiques a augmenté de 127% ces 6 derniers mois. Thomas assis à ses côtés sourit. En d'autres termes, les gens sont plus heureux ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit, corrigea automatiquement Mathieu, mais il y avait une légère teinte d'amusement dans sa voix. Après 1 an de partenariat, il avait commencé à apprécier les traductions émotionnelles de Thomas. Amélie s'approcha portant une tablette avec les dernières statistiques du programme. Le ministère de la Santé vient d'approuver l'extension à 10 hôpitaux supplémentaires et il y a une liste d'attente internationale. Prévisible, commenta Mathieu, ses doigts tapotant dans son schéma caractéristique. Les données ont toujours indiqué une progression exponentielle, une fois les barrières initiales surmontées. Le docteur Tanaka, qui avait définitivement déménagé en France pour coordonner le programme international, rejoignit le groupe. « Mathieu Kuhn, vous avez transformé ma théorie échouée en quelque chose de bien plus grand que je n'aurais jamais imaginé. » « Votre théorie n'était pas un échec, » répondit Mathieu, observant toujours les schémas de mouvement dans le jardin. « Elle avait
simplement besoin d'être vus à travers une perspective différente. Comme ce jardin, pour certains, c'est juste un espace vert. Pour d'autres, c'est un système complexe de stimuli sensoriels parfaitement équilibré. Étienne s'approcha avec Théroux, qui portait une expression sereine en observant sa fille jouer. « Mathieu, Sophie demande à participer à ton prochain groupe d'études. Elle dit qu'elle veut comprendre comment fonctionne ton esprit spécial. » Mathieu détourna finalement les yeux de ses schémas, se tournant partiellement vers le groupe. « Mon esprit n'est pas spécial. Il est simplement différent, comme tous les esprits le sont. Et c'est précisément cette compréhension qui a tout changé, » ajouta Thomas, observant le mouvement dans l'hôpital à travers les fenêtres en verre. Médecins, infirmières, chercheurs, tous travaillant à un nouveau rythme, plus conscients et respectueux des différentes façons de penser et d'exister. « Les chiffres ne mentent pas, » continua Mathieu, projetant quelques graphiques sur sa tablette. « Depuis que nous avons mis en œuvre le programme d'intégration neurodiversifiée, le taux de réussite des diagnostics complexes a augmenté de 82%. La satisfaction des patients a augmenté de 91%. Et le plus significatif, la résistance aux nouvelles idées a diminué de 73%. Amélie sourit, regardant son fils avec fierté. Il traduisait toujours le monde à travers des chiffres et des statistiques, mais maintenant le monde avait appris à valoriser cette traduction unique. « Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire ?» commenta Théroux, sa voix chargée d'émotion. « Ce ne sont pas seulement les chiffres, c'est la façon dont tout l'environnement hospitalier a changé. C'est comme si nous avions enfin compris qu'il n'existe pas une seule façon correcte de penser ou de guérir, » compléta Thomas. Mathieu leva brièvement les yeux. C'est une simplification émotionnelle d'un processus beaucoup plus complexe, mais statistiquement précise. Tous rirent, y compris Mathieu, qui avait développé sa propre forme d'humour au cours de l'année écoulée. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Tanaka, observant l'horizon à travers les fenêtres de l'hôpital. Mathieu commença à taper sur sa tablette, projetant de nouveaux graphiques et diagrammes. Les schémas indiquent de multiples possibilités d'expansion. Mais le plus important a déjà été atteint. La compréhension que les esprits différents n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont besoin d'être compris, respectés et intégrés. Thomas sourit, se souvenant du garçon effrayé qu'il était un an auparavant et de l'ami virtuel qui l'avait aidé avant même que les adultes ne comprennent ce qui se passait. « Mathieu » appela-t-il doucement. « Tu as changé bien plus que la médecine. Tu as changé la façon dont les gens voient la différence. » « Non » corrigea Mathieu, ses yeux fixés sur un point distant. « Nous avons changé. Tous. Parce que les plus beaux schémas surgissent quand différentes façons de penser se rencontrent et se respectent.